Depuis plusieurs jours, le conflit au Moyen-Orient ne concerne plus seulement la géopolitique. Elle commence réellement à poser une question simple. Est-ce qu'on est en train de recréer un choc pétrolier mondial? Parce que quand le pétrole augmente, ce n'est pas que les prix à la pompe qui montent. C'est aussi le transport, l'industrie, l'alimentation, l'inflation, les banques centrales, les devises et les marchés financiers. C'est pour ça que beaucoup reparlent aujourd'hui d'un mot qu'on n'aime pas trop entendre, la stagflation. Alors dans cette vidéo, on va voir ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire pour les États-Unis, pour le reste du monde, pour les banques centrales et ce que ça peut provoquer sur les marchés. Pour commencer, on va remettre tout dans le contexte, qu'est-ce qui s'est passé réellement. Selon Reuters, l'escalade majeure a commencé le 28 février 2026 avec des frappes américaines et israéliennes sur l'Iran. Ensuite, l'attention s'est rapidement concentrée autour du détroit d'Ormuz, qui est l'un des passages maritimes les plus critiques au monde pour l'énergie, et Reuters a rapporté que ce couloir représente environ un cinquième des flux mondiaux de pétrole, et que du coup les perturbations sur place ont suffi à déclencher une panique sur l'offre. Et le marché l'a immédiatement pricé. Le Brent a brièvement dépassé les 120 $ en séance avant de retomber ensuite avec des rumeurs de désescalade et l'idée d'une éventuelle libération stratégique coordonnée par l'IEA. Reuters a aussi rapporté que le WTI et le Brent ont connu l'une des plus fortes envolées hebdomadaires depuis la période Covid. Autrement dit, le marché ne réagit pas seulement à la guerre, il réagit surtout au risque que le pétrole du Golfe ne circule plus normalement dans le monde. Et c'est pour ça que là, on va voir pourquoi le pétrole est au cœur du problème. Il faut savoir que le pétrole, c'est pas juste un actif financier, c'est tout simplement un coût de base pour presque toute l'économie. Quand le brut monte fortement, ce n'est pas juste du coup les automobilistes qui vont payer. Le fret, le diesel, l'agriculture, la chimie, les coûts logistiques, les billets d'avion et une partie des prix alimentaires. Et en ce moment, le point encore plus sensible en réalité, c'est le diesel. Reuters expliquait le 10 mars que les marchés du diesel sont particulièrement fragilisés, avec des estimations de pertes potentielles de 3 à 4 millions de barils par jour, liées aux perturbations justement autour d'Ormuz, plus environ 500 000 barils par jour affectés côté raffinage régional. Reuters souligne aussi que le diesel peut frapper plus durement l'économie réelle que le pétrole brut, parce qu'il touche directement le transport de marchandises, l'agriculture et l'industrie. Pour résumer hyper simplement, le pétrole c'est l'énergie, le diesel c'est la circulation concrète de l'économie. Et c'est exactement pour ça qu'un choc énergétique peut ralentir l'économie tout en faisant monter l'inflation. Mais alors du coup, comme on a pu l'évoquer au début, pourquoi les gens parlent de stagflation? En fait, si vous voulez, la stagflation, c'est une situation qui est très inconfortable parce que du coup, elle est très mitigée. La croissance ralentit, mais les prix continuent à monter. En général, au quotidien, dans l'économie, un cas très factuel et assez simple à comprendre, quand la croissance ralentit, naturellement, l'inflation devrait se calmer. Sauf que dans ce cas-là, un choc pétrolier, en fait, tu peux avoir l'inverse. L'économie souffre à cause de la hausse des coûts, mais cette même hausse des coûts nourrit l'inflation. C'est ce qu'on appelle aussi un choc d'offres négatif. L'économie produit moins efficacement, plus cher et avec plus de friction. La comparaison historique qui revient le plus souvent, c'est celle des années 1970. La Réserve fédérale rappelle que l'embargo pétrolier de 1973 à 1974 a fortement augmenté les prix de l'énergie et alimenté un environnement de forte inflation et de faible croissance. La Fed History Project souligne aussi que ce choc est devenu un événement fondateur de la grande inflation. Mais dans cette histoire, il faut quand même ajouter une nuance essentielle. Le FMI expliquait déjà en 2022 que le monde est moins dépendant du pétrole qu'à l'époque, ce qui réduit le risque d'un remake parfait des années 70. En clair, la comparaison est utile, mais le copier-coller historique serait quand même excessif. Donc, pour résumer, on n'est pas forcément dans les années 70 bis, mais on retrouve la mécanique centrale d'un choc énergétique. Inflation importée, croissance sous pression, et les banques centrales du coup qui sont coincées. Et justement, pourquoi les banques centrales sont techniquement bloquées dans ces contextes-là? Normalement, si la croissance ralentit, une banque centrale peut baisser ses taux pour soutenir l'économie. Mais si dans le même moment, l'inflation repart à la hausse à cause de l'énergie, baisser les taux du coup devient plus compliqué et potentiellement plus risqué. A l'inverse, si elle monte les taux pour combattre l'inflation, elle risque du coup d'aggraver le ralentissement. Et c'est ça le vrai piège. Sur ce point, les messages récents sont quand même assez parlants. Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a dit qu'un choc pétrolier court ne changerait probablement pas durablement l'inflation ni la politique monétaire américaine. Mais il a aussi précisé qu'un conflit plus long ou plus grave pourrait avoir davantage de conséquences. Côté Europe, plusieurs responsables de la BCE ont expliqué ces derniers jours qu'il ne fallait pas se précipiter car la guerre en Iran pourrait modifier les perspectives d'inflation et de taux. Isabelle Schnabel a notamment averti qu'un choc énergétique durable pourrait menacer la stabilité des prix, même si la BCE veut éviter de surréagir à un simple pic temporaire. Donc la bonne synthèse à faire dans tout ça, c'est tout simplement, si le choc est bref, les banques centrales peuvent regarder au-delà de tout ça, mais si le choc dure et diffuse dans les salaires, les services et les anticipations, elles vont devenir beaucoup plus prudentes. Donc là, on a peint le tableau et surtout, on a expliqué ce que ça veut dire pour les banques centrales, mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour les États-Unis. Pour les États-Unis, en réalité, il y a deux lectures en parallèle. La première, c'est qu'ils restent moins vulnérables qu'avant grâce à leur production d'énergie domestique. La seconde, c'est justement qu'ils ne sont pas du tout immunisés. Pourquoi?
Parce que même si les États-Unis produisent beaucoup, ils restent intégrés à un marché mondial où le prix de l'énergie se fixe globalement. Si le brut grimpe fort, les prix de l'essence, du diesel, du transport et une partie des biens grimpent aussi. AP notait cette semaine qu'avec la hausse du pétrole et la faiblesse récente de certains indicateurs américains, les marchés ont recommencé à craindre un scénario de stagflation, avec des indices actions en baisse pendant que l'énergie flambait. Reuters rapportait également que les hausses de carburant pourraient rapidement nourrir une remontée de l'inflation américaine dans les prochains mois si le choc dure. Donc pour les États-Unis, le risque n'est pas juste de payer plus cher l'essence, le réel risque c'est les consommateurs sous pression, la Fed plus prudente et les marchés actions moins confortables. Ça, c'est l'analyse et le contexte qui concerne les États-Unis. Maintenant, intéressons-nous au reste du monde. Là, l'impact devient encore plus violent pour beaucoup de pays importateurs. Parce que justement, un pays qui importe son énergie subit un double choc. Sa facture énergétique augmente et sa devise peut se déprécier si le dollar augmente. Et c'est justement particulièrement dur pour les économies émergentes ou justement les pays qui sont très dépendants au brut importé. Reuters a montré par exemple que la roupie indienne a fortement reculé sous l'effet combiné de la hausse du pétrole et du stress géopolitique, au point que la Banque centrale indienne a dû intervenir massivement pour la stabiliser. Le Japon est aussi exposé, mais différemment. Reuters a expliqué que la faiblesse du yen amplifie déjà les coûts d'importation et qu'un nouveau choc pétrolier pourrait remettre de la pression inflationniste, alors même que la Banque du Japon essaie de sortir progressivement d'années de politique ultra accommodantes. Et en Europe, le sujet est tout aussi sensible aussi. La zone euro est importatrice nette d'énergie et la BCE suit précisément le risque qu'un choc énergétique se diffuse à l'inflation plus large. Donc plus globalement, les importateurs d'énergie souffrent, les devises fragiles peuvent être attaquées via cette situation et les banques centrales doivent souvent choisir entre défendre la croissance ou défendre la monnaie. Et maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est qu'est-ce que ça donne en pratique? Qu'est-ce que ça peut provoquer potentiellement sur les marchés? En marché, la logique est généralement la suivante. Quand un choc géopolitique menace l'offre énergétique, le pétrole monte, les valeurs très sensibles à la consommation ou au coût baissent. Les indices actions, du coup, reculent. Le dollar et l'or, parfois, récupèrent une partie des flux défensifs. Reuters a rapporté que le dollar avait encore montré son rôle de valeur refuge pendant ce nouvel épisode de tension. Le gouverneur adjoint de la Banque centrale australienne a même rappelé que, malgré toutes les discussions sur la fin de l'exorbitant privilège, le dollar reste une devise refuge en période de stress. En parallèle, Reuters notait aussi que l'or profitait de la demande refuge, notamment lorsque les tensions restent fortes et que les marchés craignent une nouvelle poussée inflationniste. Donc le schéma à expliquer plus simplement, ça serait tout simplement que le pétrole monte quand le marché price un risque d'offre, les actions, elles, du coup, baissent si l'énergie menace du coup les marges, la croissance et la consommation. Le dollar, lui, peut monter par effet refuge, et l'or, tant qu'à lui, peut monter également comme couverture géopolitique et monétaire. Mais je tiens quand même à ajouter une subtilité qui est nécessaire à mes yeux. Si le pétrole redescend vite parce que les stocks énergétiques sont libérés et que la désescalade revient, alors une partie de ces mouvements peut se renverser très vite. C'est d'ailleurs ce qu'on a vu ces derniers jours avec les annonces d'une possible libération record de réserves par l'IEE qui ont immédiatement calmé les prix du pétrole. Et c'est justement sur ça que je vais appuyer pour terminer, pour voir avec vous le vrai point justement à surveiller. Le point central maintenant, ce n'est pas le prix du pétrole aujourd'hui qui est à surveiller, c'est si le choc va durer. Parce que tout justement va changer si on est seulement dans un pic de panique de quelques jours ou au contraire un blocage durable de l'offre mondiale. On va faire les deux contextes. Dans un premier temps, si le choc est court, les banques centrales peuvent rester relativement calmes, les marchés peuvent vite se normaliser et la hausse justement de l'inflation peut rester transitoire. Et à l'inverse total, si le choc dure, alors tu as un vrai risque de deuxième vague d'inflation importée, de pression sur la croissance et de tension sur les devises des pays importateurs. Et naturellement, d'environnement plus dur pour les actifs qui sont dits risqués. Alors maintenant, laissons place du coup à la conclusion. Pour résumer, du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour le monde? Ça veut dire simplement qu'on n'est pas juste face à une crise géopolitique, mais on est plutôt face à un potentiel choc énergétique mondial. Quand l'énergie devient rare et incertaine, tout le reste bouge. L'inflation, la croissance, les banques centrales, les devises et les marchés. La vraie peur, ce n'est pas seulement, comme vous avez pu comprendre, la hausse du pétrole. La vraie peur, c'est le mélange dont on a parlé, croissance plus faible et inflation plus élevée, la stagflation. Et c'est pour ça justement que ce mot revient, stagflation. Pas du tout parce qu'elle est incertaine, mais tout simplement parce que le marché a bien compris le mécanisme qui est en train de se profiler et qui pourrait amener à ça et qui pourrait justement automatiquement créer des répercussions sur les marchés en direct, si justement le conflit dure. Donc voilà pour cette vidéo qui vous expliquait tout simplement la notion de pas juste le pétrole monte, mais le risque qu'il y a derrière. Il faut savoir que les investisseurs et les institutionnels réfléchissent comme ça. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas être dans un cas factuel de « ah ben il y a conflit, l'or va monter, le pétrole va monter », enfin bref. Non, eux, ils voient potentiellement qu'est-ce que ça veut dire, où vont aller les flux. Qu'est-ce qui peut se passer sur les plusieurs mois qui arrivent si le pétrole continue à monter comme ça et que les prix explosent. Et en fait, c'est tous ces chemins-là et c'est toutes ces cases que tu complètes et ces morceaux que tu emboîtes les uns avec les autres pour créer cette vision-là. Et en fait, à ce moment-là, tu te prépares pour potentiellement un scénario
qui pourrait avoir lieu. Et en fait, du coup, tu as déjà des billes et surtout, tu es déjà sur tes appuis pour surfer potentiellement dessus si c'est bel et bien confirmé. Si ce type d'information t'intéresse et que tu souhaites t'éduquer aussi en économie et surtout améliorer ta vision de marché, que ce soit techniquement parlant, mais surtout fondamentalement parlant, je t'invite à cliquer dans le lien en bio pour rejoindre le Telegram qui est juste en dessous. En attendant, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Faites attention à vous dans ces périodes d'instabilité et éduquez-vous parce qu'il y a quand même pas mal d'opportunités à saisir.